Le champagne venait d'être servi. Mon père a levé son verre. À la famille, a-t-il dit, et à ceux qui font notre fierté. Tous les regards se sont tournés vers ma sœur, fraîchement promue, parée de médailles qu'elle avait à peine méritées, rayonnante comme si elle était sculptée dans la gloire elle-même. Quelqu'un m'a poussé du coude. « Hé !» a chuchoté mon cousin, « ne te tiens pas voûté. Tu vas gâcher les photos. » Je n'étais même pas dans le cadre. Je ne l'avais pas été depuis des années. Les toasts se sont poursuivis. À quel point elle était brillante, déterminée, comment elle portait l'héritage familial. J'étais assise au bout de la table de banquet, silencieuse. Ma mère refusait de croiser mon regard. Mon oncle a plaisanté en disant que j'avais dû prendre ma retraite anticipée ou échouer rapidement. Rire. Puis, c'est arrivé. La télévision derrière le bar, muette jusqu'alors, a soudainement clignoté en rouge. Flash spécial. L'armée américaine confirme la nomination du plus jeune général de l'histoire. Nom révélé. Tout le monde s'est retourné. Les fourchettes se sont figées en l'air. L'écran s'est rempli de ma photo en uniforme complet. Les rubans de campagne brillaient. Le bandeau défilant indiquait « Le général de division Gillian Rowe, stratège en chef de la frappe mondiale par intelligence artificielle. » Silence de mort. Personne n'a dit un mot. Le sourire de ma sœur n'a même pas eu le temps de s'effacer. Il s'est brisé. La main de mon père tremblait, le vin se répandant sur le linge blanc. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Et moi? Je suis juste restée assise là parce qu'il n'avait pas applaudi pour moi quand j'en avais besoin. Maintenant, il ne savait même plus comment faire. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là, avec moi. Tapez simplement « à l'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. Cela aide plus que vous ne le pensez. Parfois, une seule personne qui écoute fait toute la différence. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Je n'étais pas revenue dans le Missouri depuis presque une décennie. 9 ans pour être exact. Et si ce n'était pas pour cette prétendue célébration, je ne serais pas venue maintenant. Mais le gamin de Dylan, le fils prodige de mon cousin, venait d'obtenir une bourse complète pour une université de l'Ivy League. Alors, bien sûr, la famille a organisé un barbecue dans le jardin, comme s'il avait gagné un prix Nobel. De grandes tentes s'étendaient sur le terrain derrière la grange de mon oncle, des nappes à carreaux, et l'air était épais de fumée de charbon de bois et d'enthousiasme fin. Je portais une chemise noire unie, un jean, et mes cheveux étaient attachés. Pas d'uniforme, pas d'insigne, juste moi, me fondant dans la masse. Je n'avais pas besoin de faire de scène. J'étais là pour observer, pas pour être observée. Dès que j'ai mis le pied dans la foule, les piques ont commencé. « Tiens, regardez qui voilà !» Le soldat errant a marmonné quelqu'un la bouche pleine de travers de porc. Une autre voix a renchéri. « Tu n'as pas abandonné l'école pour t'enfuir et jouer à G.I. Jane ?» Rire. Quelqu'un d'autre. « Tu conduis toujours des camions pour l'armée ou est-ce qu'ils t'ont déjà remercié ?» J'ai souri sans montrer les dents. Aucun d'entre eux ne savait que j'avais servi sous habilitation « opération secrète » pendant des années, que mon nom n'était même plus dans le système. Je n'étais pas juste un soldat de plus. J'avais élaboré des plans de frappe qui n'ont jamais fait la une des journaux, mais qui ont changé la trajectoire des guerres. Pourtant, pour eux, je n'étais que la cousine qui avait abandonné ses études. Tante Lise m'a tendu une assiette en carton et a désigné la table pliante dans le coin. Je me suis assise là où j'avais été assignée, sur une chaise en plastique, buvant un soda tiède dans un gobelet blanc pendant que le reste de la famille faisait s'entrechoquer des verres en cristal sous la tente principale. Ils ne m'ont même pas remarqué. Puis Dylan a pris le micro. Il portait son blazer de West Point comme une couronne. « J'ai toujours cru au service », a-t-il dit, la voix gonflée de mélodrame. « J'ai admiré l'armée toute ma vie. Certains membres de notre famille ont essayé, mais je veux faire plus. Faire une vraie différence. » Il ne m'a pas regardé, pas directement, mais la pause avant « certains membres » a été comme un coup de couteau dans les côtes.
Les applaudissements qui ont suivi m'ont fait l'effet d'un éclat d'obus. Ils hurlaient et criaient comme s'ils venaient d'être déployés dans une zone de guerre. Personne n'a relevé le fait qu'il n'avait pas encore quitté le pays. Un petit garçon, son fils, je crois, s'est approché, curieux. « Tu ne travailles pas ?» a-t-il demandé en levant les yeux vers moi. Je lui ai adressé le même sourire que celui que je réservais aux journalistes dans les salles d'interrogatoire à l'étranger. « Je travaille, » ai-je dit, juste pas là où les gens peuvent le voir. Plus tard, en aidant à ranger, j'ai remarqué quelque chose d'anormal dans le salon. Une photo manquait dans la vitrine, celle de moi en uniforme lors de ma première année à Fort Bragg. Elle trônait autrefois au centre. À sa place désormais, Dylan lors de son admission à West Point. J'ai demandé à ma mère à voix basse. « Où est ma photo ?» Elle n'a pas croisé mon regard. Oh, elle avait pris la poussière. J'ai pensé qu'il valait mieux la ranger. Où ça? Dans le tiroir. Quelque part. Quelque part. Comme moi, apparemment. Ma poitrine s'est serrée. Un souvenir tranchant comme du verre a fait surface. Mon dernier jour à la maison avant de partir. Papa m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « Les armes sont pour les hommes, Gillian. Tu détruis cette famille avec tes bêtises. » C'est le jour où j'ai arrêté d'écrire à la maison. Alors que la dernière assiette était débarrassée et que le soleil disparaissait derrière le champ, je suis partie sans dire au revoir. Personne ne m'a rappelé. Personne n'a demandé où j'allais. Les rires continuaient de résonner comme s'ils n'avaient rien à voir avec moi. Je me suis arrêtée au bord des hautes herbes, regardant la tente briller derrière moi comme un feu lointain. Le vent a fait voler mes cheveux. J'ai chuchoté à personne. Ils pensent que j'ai disparu. Dommage. J'ai juste travaillé quelque part au-delà de leur niveau d'accréditation. Laissez-les continuer d'applaudir pour des mensonges confortables. Laissez-les polir les médailles empruntées de Dylan. La vraie guerre, je l'ai appris, ne commence pas toujours par un coup de feu. Parfois, elle commence dans votre propre jardin. Les pneus ont crissé sur le gravier, alors que je me garais sur le parking de l'appartement temporaire que je louais sous un alias. Un 3e étage sans ascenseur à Springfield. Mur nus, pas de photos, pas de livres, pas même une plante. Juste un lit, un bureau et un ordinateur portable militaire posé dans le noir comme un témoin silencieux. Aucune adresse enregistrée, aucun voisin qui connaissait mon nom. C'est comme ça que j'aimais les choses. J'ai jeté mes clés sur le comptoir, ouvert le petit coffre-fort que je gardais sous la latte du plancher et sorti la boîte en acier que je n'avais pas touchée depuis des mois. À l'intérieur, une casquette brûlée avec un emblème d'aigle délavé, un morceau de métal tordu de la taille d'une plaque d'identité et un insigne calciné dont le bord était complètement brûlé. On n'abandonne personne. On pouvait encore le lire, bien que difficilement. Je me suis assise, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai laissé le cryptage exécuter sa danse de clés tournantes et de tunnels cachés. Pendant que j'attendais, mes yeux sont revenus vers la boîte. Les souvenirs n'ont pas besoin de grand-chose pour refluer. Montagne du Caucase. Opération Écho d'Orion. Un hiver si froid que même le vent tranchait comme du verre brisé. Nous avions été envoyés pour extraire des ingénieurs civils pris en otage par une cellule paramilitaire dissidente. Le renseignement annonçait 12 civils. À notre arrivée, ils étaient 21, y compris des enfants. Le commandement nous voulait à l'intérieur et à l'extérieur avant l'aube. Un nettoyage propre, sans déviation. Mais j'ai dévié. J'ai scindé l'unité, retardé l'exfiltration, gagné du temps avec des fusées éclairantes et des manœuvres de diversion. Nous les avons tous sortis, jusqu'au dernier, et je n'ai plus jamais été promu. Mon nom a été rayé des journaux de mission. L'histoire officielle a attribué le mérite à une unité de coalition anonyme. Le compte-rendu interne m'a signalé pour « jugement compromis ». Il n'y a pas eu de scandale, pas de bruit, juste le silence. Une carrière scellée comme un couloir où personne n'était autorisé à entrer. L'ordinateur a émis un signal pour un nouveau message. Un expéditeur avec l'indicatif Iceback. Ils ne listeront jamais ton nom. Tu le savais. Mais tu savais aussi ce qui importait le plus. Aucun de ces enfants n'est mort.
Et tu respires encore. C'est ça, la victoire. On ne reçoit pas de médaille pour ce genre de choix, seulement des cicatrices. J'ai fixé l'écran pendant 1 seconde. J'ai ressenti à nouveau le froid de cette base de montagne. La façon dont la neige s'imprégnait dans vos os, cette odeur de métal juste avant qu'une roquette ne frappe. J'ai ramassé l'insigne à moitié fondu. Il avait survécu à l'impact direct d'un obus. La seule chose que j'avais emportée dans ma poche cette nuit-là, en dehors de gants ensanglantés. On n'abandonne personne, pas même ceux que le commandement préférerait oublier. Sur une impulsion, j'ai ouvert un forum militaire privé. Un de ces vieux tableaux de bord du Darknet encore fréquentés par des vétérans et des patriotes de salon. J'ai tapé mon nom, juste pour voir. Les résultats ont été instantanés. Titre de fils de discussion. Un officier devient incontrôlable dans la campagne Echo. Le déshonneur de l'équipe Delta. Cours martial interne non officiel. Les commentaires étaient pires. Tactique de cow-boy. Elle a tout gâché pour tout le monde. Elle aurait dû être renvoyée pour déshonneur. La plupart citaient une source. MJR Delta. Je ne savais pas qui c'était, mais il me connaissait bien. Et il voulait que le monde croie que j'étais la raison pour laquelle tout avait mal tourné, que j'étais impulsive, dangereuse, un boulet. Le comble était que personne en dehors des cercles classifiés n'était censé savoir que l'opération Écho d'Orion avait jamais existé. Quelqu'un avait fait fuiter de faux rapports, me traînant dans la boue depuis l'ombre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise avec l'insigne à la main et la lueur de l'ordinateur se reflétant sur la boîte en acier. Pas en colère, juste lucide. S'ils voulaient m'effacer discrètement, ils auraient dû finir le travail. Parce que les fantômes ne hantent que lorsqu'ils sont laissés pour compte. Et je n'étais partie nulle part. Le lendemain matin du barbecue, j'ai fait l'erreur d'allumer la télévision. Je remuais un café brûlé dans une tasse ébréchée quand la voix m'a frappée. J'ai levé les yeux et il était là, Dylan Rowe, assis avec assurance sur l'un de ses canapés de studio élégants, souriant comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. L'animatrice du talk show l'a présenté comme une voix émergente du service américain, un futur leader, et mon estomac s'est noué, un héros. Il s'est lancé dans une histoire qui a glacé le sang dans mes veines. Nous étions stationnés près du col sud des montagnes du Caucase, a dit Dylan, posture parfaite, yeux brillants d'une fausse humilité. Nous avons appris que des otages locaux étaient en danger. Des civils, pas de renfort, pas de renseignements clairs. Mais j'ai pris une décision. J'ai brisé le protocole. Nous sommes intervenus. Nous avons sauvé tout le monde. Le public a applaudi comme s'il comprenait. Chaque détail était le mien. Le col de montagne, le nombre d'otages, les renseignements erronés, même la partie sur les tactiques de diversion d'unités scindées et l'évacuation de dernière minute. Il avait tout. Mais ce n'était pas à lui. C'était moi. Mon commandement, mon risque, ma décision. Je suis restée devant l'écran, tétanisée. Mon nom avait été effacé des registres. Certes, mais d'une manière ou d'une autre, il avait eu accès à l'histoire, aux détails que seul quelqu'un sur le terrain aurait pu connaître. Et maintenant, il servait cela à l'Amérique profonde, comme s'il l'avait vécu, récoltant des éloges pendant que j'étais assise dans un appartement loué où personne ne connaissait mon nom. J'ai appelé ma mère. « As-tu vu l'émission ce matin ?» ai-je demandé, allant droit au but. « Oh, Dylan s'en sort si bien ces derniers temps », a-t-elle dit prudemment. « Je pense que c'est génial qu'il soit enfin reconnu. »« Il a tout inventé », ai-je dit froidement. « Il n'a jamais servi. Il n'a même jamais tenu une arme en dehors d'une cérémonie. Il a volé cette histoire. » Elle a marqué une pause, trop longue. Puis, doucement, « Eh bien, tu as toujours tout gardé pour toi, ma chérie. Les gens ne peuvent être fiers que de ce qu'ils comprennent. Tu ne nous as jamais vraiment dit ce que tu as fait. » Parce que chaque fois que j'essayais, il l'écartait d'un revers de main, changeait de sujet, ou pire, riait. J'ai raccroché sans un mot de plus. Quelques minutes plus tard, ma ligne sécurisée a vibré. Seules quelques personnes avaient ce numéro. J'ai répondu. « Gillian, c'est Amanda. »
a dit la voix familière et brève du lieutenant-colonel Amanda Lake, mon ancienne stratège de mission. Tu dois entendre ceci avant que ça ne s'aggrave. Je t'écoute, ai-je dit, la mâchoire serrée. Ça jase dans les cercles politiques. Quelqu'un déterre ton refus de te conformer à la demande de drone de Racine en 2018. On dit qu'il n'a pas oublié. Et maintenant ce gamin, Dylan, qui débarque avec des détails classifiés. Ce n'est pas une coïncidence. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. En 2018, le général Racine avait fait pression sur moi pour falsifier des données de surveillance. Il prétendait qu'un programme de drones dissidents ne testait que la logistique, alors qu'en fait, il était utilisé pour suivre des membres du Congrès qui s'opposaient à l'expansion du budget militaire. J'ai refusé. J'ai déposé un rapport interne. Il a disparu sans conséquence. Mais pas Racine. Il était resté silencieux jusqu'à présent. Tu penses que c'est lui qui alimente Dylan ? Ai-je demandé. Je pense que c'est plus important que des mensonges de famille, a dit Amanda. Je pense que quelqu'un utilise ton silence comme une arme, et si tu ne prends pas la parole bientôt, ils écriront ton histoire à ta place. J'ai regardé la télévision, le sourire suffisant de Dylan, l'éclairage du studio, la version orchestrée de la vérité. Je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs, ai-je dit doucement. Je voulais que la vérité compte par elle-même. La voix d'Amanda a baissé d'un ton. Ce n'est pas le cas. Plus maintenant. J'ai raccroché, la respiration courte, le cœur battant comme une charge à retardement. Les mensonges n'étaient pas seulement irritants. Ils étaient stratégiques. Quelqu'un voulait m'effacer, me rendre insignifiante, pour pouvoir réutiliser mon travail, enterrer les pièces gênantes et réécrire l'histoire avec un visage plus propre. Plus tard cette nuit-là, j'ai parcouru le couloir vide de mon immeuble et j'ai rappelé ma mère. Cette fois, je n'étais pas calme. Savais-tu qu'il allait faire ça? Savais-tu qu'il allait s'approprier cette histoire? Sa voix a flanché. Il avait juste besoin de quelque chose pour se sentir bien, pour donner à la famille de quoi être admirative. Tu n'as jamais... Je ne vous ai jamais rien dit parce que vous n'avez jamais écouté. Silence. Et puis, je l'ai dit lentement, clairement. Eh bien, maintenant je vais parler plus fort. Et cette fois, je ne demande pas de permission. C'est arrivé sous forme de courriel. Pas de timbre, pas de coup à la porte, pas de convocation formelle, juste un message froid et implacable du ministère de la Défense. Avec effet immédiat, vous êtes placé en suspension temporaire dans l'attente d'une enquête pour violation du protocole de cryptage tactique de niveau 1. J'ai fixé l'écran, les lettres nettes et définitives. Cela ressemblait à une formalité, mais je pouvais sentir le nœud se resserrer derrière les mots. Il disait que j'étais la dernière personne à avoir accédé à un fichier classifié, le genre que seuls les fantômes et les yeux à haute accréditation devraient pas voir. Il avait été divulgué, les lignes cryptées mises à nu et jetées dans un océan de données si vaste que le Pentagone ne pouvait le vider. L'empreinte numérique du fichier remontait à moi, sauf que je n'avais pas touché à ce fichier. Pas depuis des années. Pas depuis qu'il l'avait verrouillé derrière des couches d'accréditation que je ne possédais plus. L'appareil d'où il provenait, un ordinateur portable militaire que j'avais rendu il y a 3 ans lorsque j'avais quitté le commandement des opérations secrètes. Il était censé être scellé dans un coffre-fort à l'intérieur d'une installation militaire sécurisée. Censé l'être. Maintenant, il était utilisé pour forcer le système par quelqu'un utilisant mes identifiants biométriques. J'ai consulté les registres d'accès, le cœur battant. La connexion provenait d'une adresse IP militaire liée à Washington, D.C., et pas de n'importe quel bureau. Celui de Racine. Mon estomac s'est noué, et le rapport qui confirmait la violation était signé par un analyste de sécurité de niveau intermédiaire utilisant le nom M.J.R. Delta. Le même pseudonyme qui salissait mon nom en ligne, publiant des accusations, enterrant mon nom sous des couches d'échecs manufacturés. Ce n'était pas une fuite. C'était un piège. J'avais besoin d'aide. Pas le genre d'aide que l'on demande par les voies officielles, mais le genre qui n'existe sur aucune feuille de paie officielle.
Alors, j'ai contacté le seul homme qui ne me devait rien, mais qui m'avait dit un jour que je lui avais sauvé la vie, Marcus Vance. Autrefois, Marcus était un fantôme numérique, mi-génie mi-boulet, qui avait presque tout perdu après avoir été accusé de manipuler des données satellites en zone de combat. Tout le monde lui avait tourné le dos, sauf moi. J'avais plaidé sa cause, je m'étais battue pour qu'il reste. Il était resté, discrètement, avec gratitude. Je lui ai envoyé un seul mot. Maintenant. Il a répondu 10 minutes plus tard. Je me demandais quand tu arrêterais de faire la morte. Nous nous sommes retrouvés dans une bibliothèque oubliée du centre-ville. Son choix. Cela sentait l'encre, la poussière et la méfiance. « Je peux t'aider » a dit Marcus, les yeux fixés sur son écran, les doigts dansant sur les touches. « Mais j'ai besoin d'une promesse. On ne fait pas marche arrière cette fois. » J'ai acquiescé. J'y vais jusqu'au bout. En quelques heures, Marcus a forcé les systèmes internes qu'il m'aurait fallu des semaines pour atteindre. Il a trouvé un fil de logiciel malveillant intégré, un code minuscule et élégant niché dans les scripts d'authentification. 7 fois au cours des 18 derniers mois, mes identifiants avaient été utilisés. 7 fois, ils avaient accédé à des fichiers liés aux drones, à la guerre autonome et à la surveillance secrète de politiciens de haut rang. Tout cela à mon insu. Ils ont cloné ton identité, Jill, a dit Marcus doucement. Et ils ont laissé juste assez de traces derrière pour s'assurer que tu aies l'air coupable si cela venait à être révélé. Je n'ai rien dit. Je regardais la cheminée dans le coin de mon appartement, fixant la photographie que j'avais décrochée plus tôt. Moi dans mon uniforme de cérémonie de West Point, debout à côté d'un Dylan plus jeune, fier et rayonnant, comme s'il croyait vraiment en moi à l'époque. J'ai jeté la photo dans les flammes. Elle s'est enroulée instantanément, les bords noircissants pour devenir de la cendre. Ce n'était pas de la colère, c'était une libération. Cet uniforme m'avait protégée autrefois, mais maintenant il ne pouvait plus rien protéger. Ni la vérité, ni l'héritage, ni l'identité. Mon téléphone a vibré. Pas de numéro, pas de source traçable, un message de 8 mots, et si CNN savait tout. J'ai fixé l'écran. Mes doigts tremblèrent légèrement alors que je le verrouillais et le posais face contre table. Il ne s'agissait pas de vengeance. Plus maintenant. C'était la guerre. Et j'étais enfin prête à la mener à voix haute. Je l'ai trouvé le lendemain matin, glissé sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste une enveloppe banale, blanc cassé et un peu usée au coin. Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à un autre avertissement, une autre menace déguisée en civilité. À la place, j'ai déplié une seule feuille de papier. L'encre était passée, mais les mots ont frappé avec plus de force que n'importe quel drone ou dossier. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais moi, je me souviens de vous. Écho d'Orion, secteur 9. Vous êtes revenu nous chercher quand les communications ont été coupées. Vous auriez pu partir. Nous le savions tous. Mais vous ne l'avez pas fait. Ma sœur travaille pour CNN. Si elle a un jour voulu raconter une histoire qui compte, je lui ai raconté celle-ci. Trouver Gillian Rowe. C'était signé Jason Kane. Je me suis rassise, le papier tremblant dans ma main. Je me souvenais de son visage maintenant, jeune, en sang, à moitié enterré dans les décombres quand je l'avais sorti de là. J'avais presque oublié sa voix, mais pas la façon dont il s'accrochait à la vie avec ses 2 poings, comme si elle lui devait encore quelque chose. Moins de 2 heures plus tard, on a frappé à la porte. Des coups calmes, mesurés. Sarah Kane n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'avait pas les yeux frénétiques d'une chasseuse de tabloïds, ni le sourire de quelqu'un cherchant un clip viral. Elle était calme, comme quelqu'un qui avait déjà vu le pire et avait arrêté de prétendre que cela la surprenait. Elle ne m'a pas demandé si j'étais une victime. Elle ne m'a pas demandé si je voulais me venger. Elle m'a demandé une chose. Si je racontais votre histoire, pas pour l'audience, pas pour l'indignation, mais pour la vérité, accepteriez-vous de la laisser enfin être entendue? Je l'ai regardée longtemps avant de répondre. Si vous êtes prête à saigner pour la vérité, comme certains d'entre nous saignent en silence, alors oui.
Pendant que Sarah commençait ses recherches, Marcus restait aux aguets. C'est là qu'il a trouvé quelque chose. Une empreinte numérique anonyme, s'aventurant là où elle n'avait rien à faire. Les dossiers privés de ma famille avaient été consultés. Adresse, rendez-vous médicaux, dossier hospitalier de ma mère. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été changé, mais quelqu'un nous surveillait. Je ne peux pas remonter toute la piste, a dit Marcus au téléphone. Mais la source rebondit sur un serveur fantôme à Capitol Hill. Ils n'essaient plus seulement de te salir, Jill. Ils essaient de t'effrayer. Trop tard pour ça. Sarah n'a pas reculé. Elle a vérifié 3 choses méthodiquement avec des renseignements croisés que même Marcus a admis être irréfutables. 1. J'avais commandé l'opération Écho d'Orion. 2. J'avais refusé de coopérer à une initiative illégale de surveillance par drone. 3. J'avais été la cible d'un effort organisé pour m'effacer, me discréditer et me réduire au silence. Le soir où CNN a diffusé le premier reportage, je n'ai prévenu personne. Je me suis assise seule dans mon appartement, lumières éteintes, ordinateur ouvert. L'écran vacillait au son de la voix de la présentatrice. Elle a été qualifiée d'échec par son propre sang, effacée par le système même qu'elle servait autrefois. Mais la vérité révèle autre chose. La femme derrière le silence a autrefois mené une mission qui a sauvé 116 otages à travers 3 nations. Et le silence entourant son histoire n'était pas le sien. Il a été fabriqué. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré à la lumière vacillante. Je n'ai jamais eu besoin de crier. J'avais seulement besoin de quelqu'un prêt à écouter. Le lendemain matin de la diffusion sur CNN, j'ai préparé un petit sac, verrouillé l'appartement derrière moi et pris la route vers l'ouest, vers le seul endroit que j'avais évité pendant près de 10 ans, la maison. Pas parce que je pensais qu'il m'accueillerait, les bras ouverts. Au fond de moi, je savais à quoi m'en tenir. Mais parce qu'après tout ce qui s'était passé, je croyais encore qu'il fallait affronter les fantômes tant qu'ils avaient encore un visage. Mais à mi-chemin sur la vieille route de gravier qui traverse les terres de notre famille, je l'ai vu. Une colonne de fumée noire s'élevant du côté de la grange. J'ai écrasé les freins, les pneus dérapant sur la poussière, et j'ai sauté hors de la voiture. Mes bottes frappèrent la terre sèche pendant que je courais. Les flammes rugissaient à l'arrière de la propriété. La grange, l'ancien stockage de foin et une partie de l'abri extérieur étaient déjà embrasés. Les sirènes de secours hurlaient au loin, mais je n'ai pas attendu. J'ai foncé vers le porche arrière. Ma mère était affalée sur les marches, immobile, ses cheveux souillés de suie. Je me suis laissée tomber à genoux à ses côtés, vérifiant sa respiration. Courte, mais elle était encore là. J'ai appelé les secours moi-même, la voix serrée, brève, chirurgicale. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Je suis restée silencieuse pendant qu'ils l'installaient dans l'ambulance. Mon père se tenait près du puits, de la cendre sur ses vêtements, les yeux rouges. Pas de chagrin, mais de rage. « Il fallait que tu ouvres ta grande gueule, n'est-ce pas ?» a-t-il craché. « Nous n'avions pas besoin de ton honneur, Gillian. Nous avions besoin de paix, de calme, d'une vie qui ne fasse pas de nous des cibles. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Ses paroles étaient chargées de peur, pas de logique. Marcus m'a appelé plus tard dans la soirée. Sa voix était tranchante, maîtrisée. « Quelqu'un s'est introduit dans le système de sécurité local de ta famille, via un relais à distance. Il m'a fallu des heures pour remonter la piste. »« Qui ?» ai-je demandé, bien que j'en ai déjà une idée. « Il y a une trace qui mène à une adresse IP militaire assignée à Dylan. » Mon estomac s'est noué. Mon cousin, le même qui m'avait volé mon histoire pour la gloire, avait maintenant ses empreintes numériques sur le système qui suivait les mouvements de mes parents. Marcus a extrait les métadonnées, les capteurs de mouvement, les journaux de caméra, les routines. Celui qui s'était infiltré surveillait depuis des semaines. Quelqu'un ne voulait pas seulement ruiner ma réputation. Il voulait m'effacer de l'existence. Plus il creusait, plus c'était grave. Le logiciel malveillant était personnalisé, mais mal masqué. Niché dans l'historique de l'appareil se trouvait une balise renvoyant des coordonnées. Et devine quoi d'autre?
La balise avait été activée par un fichier téléchargé depuis l'ordinateur de Dylan. Ce n'était pas accidentel. Peut-être pas un incendie criminel direct, mais cela plaçait une cible rouge géante sur la grange. Je suis allée à l'hôpital cette nuit-là. Ma mère était sous sédatif. Son masque à oxygène vrombissait. Mon père ne m'a même pas regardé. Je suis passée devant eux et j'ai trouvé Dylan au bout du couloir dans la salle d'attente, recroquevillé sur un café de distributeur. « Tu savais ?» ai-je dit, la voix atone. « Tu savais quelque chose à ce sujet ?» Il a levé les yeux, hagard, pris de court. « Je ne sais pas. De quoi parles-tu ? La violation de sécurité, les journaux d'accès, ton appareil. C'est ta connexion qui a révélé l'emplacement de notre famille. » Son visage a blêmi, pas de culpabilité, mais de peur. « Ce n'est pas... Je ne voulais pas... » « Tu ne voulais pas te faire prendre, ai-je coupé. Mais tu l'as été. Et maintenant, ma mère a failli mourir dans un incendie parce que tu m'as vendu. » Il n'a pas répondu, mais il n'a pas nié non plus. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Marcus a rappelé plus tard dans la nuit, son ton plus sombre que d'habitude. J'ai trouvé. Il a dit que Dylan avait passé un accord via un canal crypté avec quelqu'un de signalé au Pentagone. Il a échangé les métadonnées de localisation de la famille contre un poste dans une future rotation d'officiers à la division média du Pentagone. Ils t'ont utilisé et il les a laissés faire. Voilà donc la réalité. Je n'étais pas seulement effacée. J'étais vendue aux enchères, démantelée morceau par mon propre sang. La vérité ne m'a pas seulement coûté mes états de service ou ma tranquillité. Elle a failli me coûter ma mère. Alors que je me tenais devant l'hôpital cette nuit-là, le vent portant l'odeur âcre de la fumée encore accrochée à mon manteau, j'ai réalisé quelque chose. Il ne voulait pas seulement me faire taire. Il voulait effacer les racines même d'où je venais. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini avec la colère. La colère signifiait que j'attendais encore quelque chose d'eux. De la compréhension, des excuses, peut-être même de l'amour. Je n'avais besoin de rien de tout cela. J'avais besoin de justice, et j'en avais fini de jouer selon leurs règles. J'ai refusé l'offre de retourner au ministère de la Défense, poliment, fermement, définitivement, qu'ils réparent leur propre gâchis. Je ne retournerai pas dans un endroit qui avait essayé de m'enterrer vivante. À la place, j'ai suivi Marcus en Pologne, dans un ancien poste de l'OTAN en ruine près de la frontière biélorusse, froid, calme et à peine présent sur la carte. Des rumeurs disaient que l'installation avait été reconvertie. Ce que nous avons trouvé était pire. Des traces d'un programme d'IA d'armement si avancé qu'il était presque autosuffisant et enfoui dans le code. Mon nom. Marcus est entré le premier. C'était censé être une infiltration rapide du système central, juste une écoute numérique. Mais quelque chose a mal tourné. Une minute, nous étions synchronisés, échangeant des messages cryptés, puis le silence. Plus de signaux, plus de souffle numérique. J'ai suivi la piste seule, m'enfonçant dans les niveaux souterrains de la base, descendant par des échelles rouillées et des lumières de sécurité vacillantes. Et il était là, derrière une porte en titane scellée, dans la lueur bleue d'un moniteur éteint, me fixant comme un fantôme que je n'avais jamais enterré. Une interface prototype étiquetée « Frappe adaptive 531 », créatrice Gillian Rowe. Mes genoux ont failli se dérober. Je n'avais pas vu ce code depuis que j'avais quitté le projet Sentinelle il y a 4 ans. Son squelette était censé avoir été envoyé à la ferraille, mais il était là. Pas seulement vivant, mais amélioré, ayant muté. Ma propre création, conçue pour la défense ciblée et l'extraction d'otages, était en train d'être transformée pour des frappes autonomes. Pas d'humain dans la boucle, juste des décisions prises à la vitesse de la machine avec des vies humaines réduites à des variables. Je ne savais pas si je devais hurler ou vomir. Puis mon téléphone a vibré. Un message de ma mère envoyé quelques heures plus tôt. Un court mémo vocal. J'ai hésité, puis je l'ai écouté. « Je sais ce que tu as fait », a chuchoté sa voix, frêle mais claire. « J'ai vu plus que tu ne le pensais. »
Je suis restée silencieuse parce que je pensais que le silence te protégerait. Mais j'avais tort. Si tu as besoin que je parle maintenant, je le ferai. Je leur dirai tout. Cela m'a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre cette semaine-là. Ni l'incendie, ni la trahison, mais ceci, la confession silencieuse d'une femme qui n'avait jamais compris le système, mais qui m'avait toujours, d'une certaine manière, comprise. J'ai pressé ma main contre le mur à côté de moi, les yeux fermés. J'ai laissé le moment se poser comme de la poussière dans l'obscurité. Le silence s'est brisé à nouveau quand la balise d'urgence de Marcus a fulguré. Des coordonnées entremêlées de parasites ont jailli sur mon canal de communication. Puis, une autre alerte est tombée. Mon père avait été kidnappé. Une vidéo codée le montrait attaché dans un entrepôt sombre, un sac sur la tête. Pas de revendication, pas de nom, juste un avertissement. Arrêtez de nous traquer, ou il meurt. Marcus a décrypté un flux en direct intercepté sur un canal du Darknet. C'est là que j'ai vu son visage, celle qui tirait les ficelles. Elena Varelli, ancienne analyste des tactiques spéciales. Mon ombre pendant la formation, toujours juste derrière moi, ravalant toujours son ressentiment comme si c'était de l'acide. J'aurais dû m'en douter. Elena n'a jamais voulu diriger. Elle voulait le pouvoir. Et maintenant, elle l'avait. Le flux s'est arrêté. Je me tenais seule dans la cabane de commandement près de Varsovie. La carte de l'installation étalée devant moi, les mains agrippant le bord de la table. La neige tapotait contre la fenêtre brisée. Quelque part sous ce givre, ils pensaient à m'avoir coincée. J'ai murmuré à personne. S'ils pensent qu'ils peuvent utiliser ma famille pour me faire taire, ils ont oublié une chose. J'ai commandé la guerre à main nue. Ils m'ont envoyé la vidéo à l'aube. Mon père, menotté, forcé de s'agenouiller dans un entrepôt sombre. Derrière lui, un symbole que je n'avais jamais vu auparavant, un circuit dentelé enfermé dans un soleil noir. L'insigne de la Légion de l'indépendance numérique. J'avais entendu des rumeurs à leur sujet, une cybermilice dissidente déterminée à faire s'effondrer les régimes démocratiques grâce à une IA militarisée. Le message était simple, livrez le code source de frappe adaptive ou votre père meurt. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai fait une liste. 4 noms. Les derniers vestiges de mon ancienne équipe de l'opération Écho d'Orion. Des gens qui avaient traversé l'enfer à mes côtés et qui, malgré tout, ont répondu à l'appel une nouvelle fois. Quand nous nous sommes retrouvés en terrain neutre, j'ai seulement dit ceci. Je n'ai pas besoin de pardon. Mais je ne les laisserai pas faire ça à l'homme qui m'a appris ce que signifie l'honneur. Nous avons agi vite. Le centre de commandement de la Légion était enterré sous les Alpes suisses, enveloppé de neige et de paranoïa. Mais nous avions des cartes, des renseignements, des protocoles fantômes. Nous avons forcé le périmètre sous le couvert d'alarme d'avalanche. C'est là que j'ai appris que le compte à rebours avait déjà commencé. L'IA était active, entièrement armée, totalement autonome et synchronisée pour entamer une séquence de frappes reliées par satellite dans 56 minutes. Une fois engagée, elle n'écouterait plus aucun ordre humain. Elle agirait et des gens mourraient. Nous n'avons pas visé la salle de contrôle. C'était là l'astuce. On m'avait dit que mes anciennes tactiques étaient peu orthodoxes, ciblant les conduits d'alimentation et les câbles de liaison montante au lieu du cœur du logiciel. Mais le peu orthodoxe m'avait sauvé la vie dans le Caucase. Alors, je l'ai utilisé à nouveau. Je suis entrée seule, dans les entrailles de l'installation, passant devant des vannes de vapeur et des serveurs vrombissant comme des ruches. Elle m'attendait dans la chambre centrale. Elena Varelli, vêtue de noir, des fils de fibres optiques parcourant ses manches comme des veines. « J'étais ton ombre », a-t-elle dit, les yeux brûlants. Mais j'en ai eu assez de m'agenouiller dans le noir. Tu as toujours été l'héroïne humble, et les gens t'aimaient pour ça. Moi, j'ai dû me battre pour des miettes. Tu voulais leur admiration, ai-je dit. Je voulais leur sécurité. La pièce pulsait en rouge. Des voyants d'alerte clignotaient. Il n'y avait plus de temps. Elle a bondi. Nous n'avons pas sorti d'armes, juste nos poings, nos coudes, l'instinct pur. Un couteau a brillé. J'ai senti la lame percer sous mes côtes.
La douleur m'a brûlé comme un feu liquide. Mais j'étais préparée. J'ai arraché le couteau de mon flanc, je l'ai plongé dans le conduit d'alimentation d'urgence derrière elle. Des étincelles ont jailli. Les lumières se sont éteintes. L'IA a vacillé. Compte à rebours interrompu. L'équipe a surgi quelques secondes plus tard. Elena a essayé de fuir, mais ils l'ont neutralisée violemment. J'ai boité jusqu'à mon père. Sa peau était pâle, ses lèvres bleues, trop exposées à n'importe quel produit chimique utilisé pour le sédater. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé cette fois. « Tu n'es pas comme ta mère », a-t-il dit presque inaudible. « Tu es plus forte que nous tous. » Et j'avais tort. Puis sa main a lâché la mienne. Dehors, la neige continuait de tomber. Je suis sortie de cette installation de montagne seule, le manteau taché de sang, le vent hurlant comme un requiem. Personne n'a applaudi. Aucun flash d'appareil photo. Je suis restée en silence, les bottes s'enfonçant dans la terre blanche, et j'ai dit au ciel « Je n'ai pas gagné, j'ai juste tenu bon ». Les retombées de l'opération se sont produites plus vite que je ne l'espérais. En quelques heures, des fichiers cryptés du centre de commandement de l'IA avaient été envoyés à CNN, au ministère de la Défense et au comité de surveillance du Congrès. Le matin venu, les gros titres ont explosé dans tous les grands médias. Réseau illégal d'armes par IA démantelé. Cerveau identifié comme l'ancienne instructrice militaire Elena Varelli. Son visage était partout. La femme qui se tenait autrefois dans mon ombre était désormais exposée à la pleine lumière de la justice. J'ai été convoquée pour témoigner lors d'une audition au Congrès. Cette fois, je n'étais pas là pour me défendre. J'étais là pour dire la vérité. Je ne portais pas d'uniforme, juste une chemise blanche impeccable, les cheveux attachés, le dos droit. J'ai regardé chaque sénateur dans les yeux en disant « Je ne suis pas ici pour réclamer le pouvoir. Je suis ici pour prouver que lorsque le silence est utilisé comme une arme, il devient la menace la plus dangereuse au sein de l'armée. » Derrière le décorum poli de la salle d'audience, un autre nom a fait surface, un nom que j'avais presque enterré. Dylan. Les enquêteurs avaient tracé des empreintes numériques depuis des points d'accès internes remontant à ses identifiants. Il avait vendu des accès discrètement, par insouciance, à des systèmes qui avaient alimenté l'insurrection de l'IA. Il n'a pas été poursuivi pénalement, mais il a été déchu de son rang et expulsé de l'armée. Conduite indigne d'un officier et violation de la sécurité éthique, indiquait le dossier. Il m'a trouvé après l'audience. Son uniforme avait disparu. Sa posture était affaissée. Des larmes perlaient au coin de ses yeux alors qu'il étouffait ses mots. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste être vue. Je ne pensais pas que je perdrais papa. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas eu pitié de lui. Je l'ai juste regardé avec des yeux qui semblaient mon vide. Le pardon est un privilège, ai-je dit. Tu ne l'as pas mérité. Et puis, je suis partie. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je n'aurais jamais pensé entendre directement. Le président des États-Unis. Il avait signé un décret rétablissant mon grade et allait plus loin, m'offrant un poste de haut commandement stratégique au CENTCOM. Cela ferait de moi la plus jeune femme de moins de 35 ans à être jamais considérée pour ce rôle. J'ai refusé. Je me suis tenue à la conférence de presse et j'ai parlé devant une douzaine de micros, les reporters bourdonnant comme des mouches. Je n'ai pas besoin d'un siège pour prouver que j'ai ma place, ai-je dit. J'ai besoin de m'assurer que la prochaine génération n'aura jamais à payer le prix du silence comme je l'ai fait. Et sur ce, je suis rentrée chez moi, dans le Missouri, vers les champs et les ciels lents. J'ai fondé un petit centre, l'Institut Rowe pour l'éthique stratégique, axé sur la formation des jeunes officiers à la planification éthique des combats et à la surveillance humanitaire de l'IA. Nous nous sommes associés à des académies militaires, avons construit des études de cas à partir de nos cicatrices. Dans notre hall principal, au-dessus du tableau blanc, j'ai accroché une photographie. Pas de moi, mais de mon père, chapeau à la main, debout sous un arbre, regardant le pâturage derrière notre maison. En dessous, une seule ligne était gravée. Personne ne naît en connaissant l'honneur,
mais tout le monde a le droit de le choisir. Les feuilles bruissaient doucement devant les fenêtres en verre de l'Académie internationale du Texas pour l'éthique appliquée. C'était une matinée d'automne fraîche, claire, calme. Je suis entrée dans l'amphithéâtre vêtue d'un simple costume gris, mes vieilles bottes usées aux talons. Je n'étais plus un général. Je n'étais plus un scandale ou une survivante. J'étais Gillian Rowe, une enseignante. J'avais construit cette académie avec le soutien modeste d'un fonds international privé. Des donateurs discrets qui croyaient en l'idée d'une défense éthique. Rien d'ostentatoire, juste humain. Les sièges se sont remplis rapidement, principalement des cadets, quelques civils, quelques boursiers étrangers. Puis je l'ai vue, assise au 3e rang, les mains s'entrecroisant sagement sur ses genoux. Ma mère, Evelyn Rowe. Sa santé était revenue. Joues plus pleines, regard serein. C'était la première fois qu'elle quittait le Missouri depuis que tout avait commencé. Elle se tenait droite, pas avec jugement, mais avec une fierté tranquille. Je me suis approchée du podium et je me suis raclé la gorge. Je pensais autrefois que j'avais besoin de la victoire pour prouver que j'en valais la peine, ai-je dit. Mais j'ai appris autre chose. Parfois, simplement vivre selon sa vérité, c'est cela, la victoire. J'ai laissé ces mots résonner, puis j'ai ajouté plus doucement. Je ne suis pas une super-héroïne. Je suis une personne avec des cicatrices, et j'apprends aux autres à ne pas laisser le monde choisir leurs cicatrices pour eux. La salle était silencieuse. Pas d'applaudissements, juste des souffles retenus. Un étudiant a levé la main. « Regrettez-vous de ne pas avoir pardonné à Dylan ?» J'ai souri. Juste un peu. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit, mais j'espère toujours que les gens tirent les leçons des dommages qu'ils causent. J'ai marqué une pause, puis j'ai terminé. Nous ne vivons pas pour être applaudis. Nous vivons pour être honnêtes avec ce que nous défendons. Puis je me suis retournée et j'ai pris un morceau de craie. Ma main ne tremblait pas. Sur le tableau, en grandes lettres nettes, j'ai écrit « Pas besoin d'applaudissements. Vivez juste selon votre vérité. » Des semaines plus tard, l'un des étudiants a mis cette conférence en ligne sur YouTube. Il n'en attendait pas grand-chose, mais en quelques jours, elle est devenue virale. La vidéo était intitulée « Elle était moquée comme un échec, mais elle a levé une nouvelle armée de l'éthique. » Elle a accumulé des dizaines de millions de vues, inondée de commentaires. Soldats, parents, jeunes leaders, tous faisant écho au même message. Elle a dit la vérité dont nous avions oublié que nous avions besoin. La dernière scène est celle dont je me souviens le mieux. Le soleil se couchait, projetant de longues lumières à travers la fenêtre de la salle de classe. Je me tenais seule près du tableau noir, regardant les étudiants se rassembler par groupes, les visages illuminés, les conversations animées. Il n'y avait pas d'applaudissements, juste la certitude tranquille que vivre avec la vérité se propageait. Parfois, ce ne sont pas les batailles que nous gagnons qui nous définissent, mais le silence que nous choisissons de rompre, la vérité que nous refusons d'enterrer et les valeurs selon lesquelles nous vivons, même quand personne ne nous regarde. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements pour exister. Nous avons juste besoin du courage de vivre selon notre vérité. Si cette histoire vous a parlé, j'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de m'accompagner dans ce voyage. Merci. Oye, así sigue vivo. Vente, vámonos. Vente. Revisa tu inventario. Es nuevo. Revisa tu inventario. Úsala, loco. Para eso es.
¡Úsala! ¡Úsala! Mira, güey. Ay, no, hombre, estos hombres de hoy. Me lo va a matar. ¡Cuidado, un creeper! Ahí está. Duérmete la
a como quieras, ¿eh? Porque tenemos todos los diseños sabidos y por haber, todos los que se te ocurran. Entonces, los quiero mucho, plebes. Báñense, tomen agua, sobre todo tomar agua. Recuerden seguirme en todas mis redes. Estoy como Just Gomara en YouTube, en Facebook, en Insta. A excepción de TikTok y aquí Twitch, todavía no los he podido modificar, pero ya los voy a modificar pronto. O sea, no me lo permite la aplicación como tal. Pero nos vemos en